Je crois qu'il est fondamental que nous puissions nous retrouver pour défendre la cause de la justice. Monsieur le procureur général, il y a 2 jours, nous étions ensemble à Bruxelles pour parler de ces conséquences terribles de l'agression inqualifiable lancée par Aliyev contre l'Artsakh. Et vous représentez ici la justice internationale. L'alerte que vous avez lancée il y a quelques mois, malheureusement, n'a pas été entendue. Pourtant, vos mots étaient forts. Vous annonciez le risque d'un génocide. Et notre Union européenne, qui s'est construite sur une promesse, celle de plus jamais un génocide, notre Union européenne, reconnaissons-le, n'a pas été à la hauteur. Et aujourd'hui, le risque est grand que dans le monde occidental, dans le monde des démocraties, beaucoup de dirigeants peut-être se reposent sur une forme de lâche soulagement, à l'idée que la question est résolue, pour reprendre les mots d'Aliyev, à l'idée que maintenant, finalement, le problème est derrière nous et que nous pouvons recommencer à discuter comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Une chose doit nous en empêcher. Bien sûr, la nécessité d'agir aujourd'hui pour les réfugiés d'Artsakh. Et je crois que, Madame la maire, vous l'avez dit, ce combat est fondamental. Ces réfugiés sont déracinés, ils manquent de tout. Nous avons le devoir de leur apporter la solidarité de nos pays, et je pense en particulier aux jeunes du Haut-Karabakh, avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger régulièrement. Pour certains d'entre eux, avec qui je suis resté en lien, je suis frappé de voir à quel point, de façon très concrète, ce qui est pour nous des chiffres, des statistiques, des titres de journaux est pour eux une réalité d'une brutalité infinie. Privés de leur avenir, privés de leur formation, privés de leurs premières expériences de vie, nous avons le devoir de leur ouvrir les portes, grand les portes de nos universités, de nos écoles, de les accueillir pour qu'ils puissent retrouver les moyens de se construire en Europe pour pouvoir reconstruire demain l'Arménie et le Haut-Karabakh. Agir pour les réfugiés, c'est une priorité, bien sûr. Agir pour protéger l'Arménie elle-même, qui est la prochaine sur la liste. Car de fait, le silence de l'Europe, le silence du monde occidental est reçu à Bakou et bien sûr à Ankara comme un permis de tuer, comme un permis de poursuivre ces violations manifestes du droit international. Nous entendons aujourd'hui Aliyev revendiquer des villes et des villages d'Arménie, du territoire arménien. Vous évoquiez Goris, cette ville qui nous est chère, cette ville du Sionik. Aujourd'hui, le Sionik, à la faveur peut-être du fait que le monde a les yeux tournés vers ce qui se déroule aujourd'hui en Israël, le Sionik pourrait être la prochaine cible. Nous avons le devoir d'agir pour donner à l'Arménie des garanties de sécurité maintenant et faire en sorte de dissuader Aliyev d'entrer dans le territoire de la République d'Arménie. J'étais ce matin même à Bruxelles avec des représentants de la société civile arménienne et des représentants du gouvernement arménien, et nous travaillons sur les moyens maintenant de faire en sorte que l'Union européenne puisse donner enfin consistance à son accord de partenariat avec la République d'Arménie, en faisant en sorte que par des accords sérieux sur les garanties de sécurité que nous devons lui offrir, que par des moyens de multiplier les investissements, les engagements économiques dont nous savons qu'ils sont aussi des éléments de sécurité, nous offrions au peuple arménien les moyens de la stabilité, de la paix et de la sécurité pour les années qui viendront. Mais si nous avons le devoir de ne pas nous reposer sur l'état de fait que nous subissons aujourd'hui, I'm sorry, Mr. Prosecutor, I should have maybe said in English that I was so happy to meet you in Brussels the day before yesterday and to see that you are still engaged in this important fight. Si nous avons le devoir d'apporter ces garanties de sécurité, de ne pas nous reposer, de rester aujourd'hui actifs, c'est parce que l'injustice est toujours en cours. À Bruxelles, beaucoup de nos interlocuteurs au Conseil, à la Commission, parlent maintenant de continuer la médiation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour parvenir à la paix. Et bien sûr, la paix est ce que nous désirons tous. Mais nous le disons lorsque c'est l'Ukraine qui est attaquée. Nous le disons lorsque c'est Israël qui est attaqué. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Il n'y a pas de sécurité durable sans justice. Et nous avons le devoir de le dire aussi lorsque c'est le peuple arménien qui est attaqué. Nous n'avons pas le droit, tout simplement pas le droit, d'autoriser une médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan tant que cette injustice court encore. Injustice immense qui se concentre aujourd'hui dans le fait que des Arméniens
sont retenus à Bakou comme prisonniers politiques. Et cette injustice-là signe le triomphe du récit d'Aliyev. Car pourquoi sont-ils en prison? Pour séparatisme. Ce mot que nous aurons vu honteusement étalé même dans les colonnes de nos propres journaux en France, je dois dire. Ce terme de séparatisme qui désigne les Arméniens du Haut-Karabakh qui ne faisaient chez Rovannès que défendre leur maison, que défendre leurs terres, que défendre leur droit à la paix et à la liberté, sont décrits comme des criminels par le régime de Bakou qui les condamne aujourd'hui sur la base évidemment de procès totalement fallacieux et de parodies de justice. Je pense à tous ces dirigeants arméniens. Je pense, vous l'avez cité, à Rouben Vardanyan, bien sûr, au premier rang d'entre eux, qui avait dévoué sa vie pour la cause du Haut-Karabakh et qui aujourd'hui est condamné à le payer de l'abandon, de la privation de ses droits fondamentaux. Mais je pense aussi à ces Arméniens ordinaires qui s'étaient battus pour leurs terres. Je pense à Vagiv Khachatrian qui quittait le Haut-Karabakh dans une ambulance, qui aura été arrêté dans une ambulance par les Azéris au motif qu'il avait eu le tort de vouloir rester arménien, de vouloir vivre dans le Haut-Karabakh malgré toutes les pressions, malgré ce blocus que vous avez évoqué avec tant de force, parce qu'il signait déjà la gravité de cette violation du droit international dont nous nous sommes accommodés. Nous avons le devoir d'exiger la libération de ces prisonniers, d'exiger la libération des prisonniers de guerre, de ces soldats dont nous savons qu'après la guerre de 2020, beaucoup ont été retenus pendant si longtemps, maltraités, parfois exécutés arbitrairement, dont les familles ont été privées de nouvelles pendant des mois, des années. Nous avons le devoir d'exiger la libération de tous les Arméniens détenus aujourd'hui à Bakou. Il ne peut pas y avoir de médiation sans cela. Et l'Europe devrait enfin mettre en œuvre les moyens dont elle dispose, et elle en a les moyens, pour obtenir que cette injustice soit enfin, définitivement abandonnée. Il faut mettre fin au contrat gazier indécent qui lie l'Europe à l'Azerbaïdjan, qui a été tragiquement réaffirmé le lendemain même de la fin de cette guerre éclair contre le peuple d'Artsakh, tragiquement réaffirmé par la Commission européenne, scandaleusement réaffirmé. Il faut enfin mettre en œuvre des sanctions contre le régime d'Aliyev. Et nous avons les moyens de faire reculer ce régime dans cette injustice terrible. Alors, l'Union européenne sera à la hauteur de sa responsabilité, et c'est une grande chance de pouvoir compter sur vous, Madame la maire, pour pouvoir faire entendre cette voix que, avec des parlementaires européens de tous bords, nous essayons de garder vivante, intacte, active au sein de nos institutions. Dans quelques jours, à l'occasion d'un sommet de l'organisation Euronest, viendront au Parlement européen des parlementaires de plusieurs pays du partenariat oriental. Et nous accueillerons dans quelques jours au Parlement européen des délégués de l'Azerbaïdjan. Cette même Assemblée d'Azerbaïdjan, qui, lorsque nous avons voté au Parlement européen un amendement que j'avais déposé pour exiger des sanctions contre le régime d'Aliyev, ce premier amendement qui exigeait des sanctions, ces parlementaires s'étaient permis de publier un texte décrivant les Arméniens comme la tumeur cancéreuse au cœur de l'Europe. Eh bien, je crois que le défi est dans quelques jours, mes chers amis. Nous devons travailler ensemble. Et je me tourne vers vous, amis du CCF, je me tourne vers vous tous. Nous devons obtenir ensemble que ces parlementaires ne soient pas accueillis au sein de notre Parlement, de nos institutions démocratiques. Nous avons le devoir de faire la démonstration que les démocraties ne sont pas faibles devant les dictatures, qu'elles savent défendre leurs droits, qu'elles savent défendre leurs principes. Et je crois que Paris est évidemment le lieu, plus qu'aucun autre, pour émettre un tel appel, émettre avec vous tous ici l'appel que nous avons aujourd'hui devant nous à mener le combat pour cette libération avant que toute autre discussion ne redevienne possible avec le régime de Bakou. Merci beaucoup. Moi, je voudrais peut-être interpeller François-Xavier Bellamy, qui est député européen. Comme l'a souligné Anne Hidalgo, l'Union européenne achète du gaz à l'Azerbaïdjan dans une quantité relativement modeste, mais malgré tout enrichit l'Azerbaïdjan. Ce serait peut-être le moment, en fait, de lancer une campagne au sein des institutions européennes pour demander l'arrêt de l'achat du gaz de l'Union européenne envers l'Azerbaïdjan et de lancer auprès de Madame von der Leyen, qui visiblement a de bonnes relations avec le président dictateur Aliyev, lui demander d'intervenir aussi pour la libération des prisonniers politiques arméniens détenus en Azerbaïdjan.
Merci, cher Mourad. Cette campagne est déjà lancée sur deux fronts. D'abord, sur le front politique, parce qu'en effet, cet accord gazier est intolérable. Nous le disons pour notre part avec de nombreuses voix, et je pense à des collègues parlementaires européens, notamment à des collègues français comme Sylvie Guillaume, avec laquelle nous menons ce combat pour la dénonciation du contrat gazier. Emmanuel Morel, Nathalie Loiseau, François Alfonsi, pour ne citer que les Français. Lorsque nous avons appris la nouvelle de l'agression de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh il y a quelques semaines, j'ai moi-même exigé en séance que ce contrat soit dénoncé dans la journée. Nous avons voté dans les jours qui suivaient avec le Parlement européen une résolution qui explicitement dénonçait ce contrat et exigeait de la Commission qu'elle le suspende immédiatement. Le fait est que nous ne sommes qu'un Parlement. Et nous non plus, nous n'avons pas d'armée. Notre métier est la parole. Et ce faisant, nous n'avons pas le pouvoir nous-mêmes de mettre fin à ce contrat. Mais la pression du Parlement est là. Et maintenant, je crois que nous avons tous le devoir d'intervenir auprès de la Commission, d'une part, mais aussi auprès des chefs d'État et de gouvernement qui sont les premiers responsables de la situation. Monsieur le procureur, vous le disiez, aujourd'hui, et je crois que c'est aussi une réflexion que nos démocraties doivent mener en profondeur, c'est notre dépendance à l'égard des dictateurs qui nous rend coupables et silencieux. Notre dépendance parce que nous ne sommes pas capables d'assurer notre propre autonomie énergétique. Et de là, nous nous condamnons au silence quand nous nous mettons dans la main de ces pétromonarchies, de ces monarchies du gaz, de ces régimes autoritaires qui nous vendent ce dont nous avons le plus besoin pour faire vivre notre économie et les foyers dans nos pays. Nous ne sommes pas capables non plus d'assurer notre autonomie dans la maîtrise de notre propre politique migratoire. C'est une question politique évidemment majeure, mais le fait est qu'aujourd'hui, nous avons laissé à la Turquie le soin de gérer à notre place une politique que nous n'avons pas su affronter nous-mêmes. Et je crois que quelles que soient nos divergences sur ce sujet, nous partageons tous, j'en suis sûr, ce constat que ne pas assurer nous-mêmes notre responsabilité en matière migratoire, c'est déléguer à des États comme la Turquie qui peuvent en faire une monnaie d'échange, un chantage humain scandaleux, l'occasion de nous dicter notre chemin diplomatique. Et là aussi, je crois que derrière l'Azerbaïdjan, il y a en réalité cette dépendance à l'égard de la Turquie qui fait craindre tant de pays européens. Et donc c'est maintenant au niveau des États, au niveau des gouvernements, au niveau de la Commission qu'il faut agir pour dénoncer ce contrat gazier. Mais le second front est important. Et là encore, je crois que nous pouvons, à travers vous, lancer un appel à tous ceux qui peuvent nous aider. Ce contrat gazier est d'une très grande opacité. J'ai obtenu le document de cet accord gazier qui n'est pas réellement un contrat d'ailleurs, c'est techniquement un Memorandum of Understanding, c'est un mémorandum partagé qui en réalité a une base juridique extraordinairement fragile. Et je crois que nous devons ouvrir aussi un front légal, un front juridique, parce que nous avons la possibilité de faire tomber cet accord gazier sur le plan du droit. Et le droit, c'est notre arme, parce que nous sommes attachés à la démocratie et nous croyons que la justice est ce qui est aujourd'hui dans nos mains pour lutter contre la gravité de ces atteintes aux droits humains dont nous nous rendons complices. Donc, ouvrir ce front juridique, c'est quelque chose que nous pouvons mener, nous, parlementaires, par notre travail d'enquête et d'information, de contrôle, mais avec la société civile, avec les professionnels du droit, avec tous les passionnés de justice, et je sais qu'ils sont nombreux parmi la communauté arménienne. Nous pouvons travailler ensemble pour faire tomber cet accord gazier sur le plan de sa fragilité du point de vue de sa base juridique. Je voudrais terminer d'un mot parce que je saisis l'occasion de ce que nous sommes aujourd'hui dans une conférence de presse devant des journalistes. L'agence France Presse est ici. Nous sommes, nous, responsables politiques, soumis évidemment, et c'est normal dans des pays démocratiques, nous sommes soumis au regard de la presse et à son regard parfois critique, et c'est bien naturel. Permettez-nous aussi parfois de dire notre incompréhension devant le fait que dans les situations de conflit que nous venons de traverser, le monde des médias peut-être a pu parfois, je le dis très humblement, ce n'est pas une critique envers le rôle nécessaire des journalistes, mais en l'occurrence, le monde des médias, je crois, a pu manquer de discernement dans l'usage des termes employés. J'ai déjà évoqué, nous avons évoqué ensemble cette expression de séparatiste. Il y a aujourd'hui
des innocents emprisonnés à bas coût par un régime dont nous savons à quel point il se moque de la justice. Il se moque tellement de la justice qu'il est prêt à condamner à mort ses opposants jusque sur le sol français. Mesdames et messieurs, sans doute le savez-vous, il y a aujourd'hui des opposants à Aliyev qui sont menacés de mort, qui ont été victimes de tentatives d'assassinat sur le sol français alors qu'ils sont réfugiés politiques. Et c'est une cause qui nous réunit, chère Anne, et je voudrais vous dire encore ma reconnaissance pour le travail très concret que vous avez fait pour protéger ceux qui aujourd'hui incarnent cette liberté de certains qui, en Azerbaïdjan, cherchent à résister à la dictature qui leur est imposée au risque de leur vie. Il n'y a pas de justice en Azerbaïdjan. Quand nous décrivons les Arméniens du Haut-Karabakh comme étant des séparatistes, nous donnons des armes à cette injustice organisée par le régime de Bakou. Nous lui donnons des moyens techniques pour alimenter son narratif. Que veut dire séparatiste ? Séparatiste voudrait dire que les frontières de l'Azerbaïdjan reconnaissaient, au plan du droit international, que l'intégrité du pays incluait le Haut-Karabakh. Mais dire cela, comme certains le laissent entendre de façon bien trop rapide, c'est faire fi du désaccord qui existait au plan du droit international. Car si le droit international était si clair, pourquoi y aurait-il eu un groupe de Minsk pour discuter sur le statut du Haut-Karabakh ? Et faire cela surtout, décrire les habitants du Haut-Karabakh comme des séparatistes, c'est donner raison à des frontières définies par Staline. Ce à quoi nous avons assisté il y a quelques semaines, c'est au dernier crime de Staline. Et quand nous parlons de séparatistes en décrivant les Arméniens du Haut-Karabakh, nous donnons raison à Staline et à celui qui aujourd'hui s'appuie sur l'héritage stalinien, c'est-à-dire à Aliyev qui est l'un de ses dignes descendants. Nous n'avons pas le droit de faire comme s'il y avait deux parties, l'une face à l'autre, avec un désaccord territorial. Nous n'avons pas le droit de faire comme si nous mettions sur le même plan une démocratie et une dictature. Nous n'avons pas le droit de faire comme si nous mettions sur le même plan un système de justice et un système d'injustice. Nous n'avons pas le droit de décrire la situation de gens qui défendaient paisiblement leur droit à vivre chez eux, exactement en mettant un signe égal avec celle de gens qui étaient prêts à utiliser les armes pour écraser le droit international. Et je crois qu'il est très important que tous nos amis journalistes qui sont ici, que nous soyons précis dans les mots, parce que vous demandiez ce que nous pouvons faire pour ceux qui sont aujourd'hui prisonniers. Eh bien d'abord, parler clairement et ne pas offrir à ceux qui veulent les maintenir en détention arbitraire pour alimenter leur récit, ne pas leur offrir les mots dont ils ont besoin pour justifier leur infamie.